Allez, c'est parti. Bon, bah, vous n'êtes pas nombreux, hein, 9 sur 60, 70 quasiment. C'est pas cool, c'est pas cool, mais bon, tant pis. Sachant que vous êtes pas nombreux non plus à aller voir les vidéos, hein, parce que je vois. Ça, c'est le cours pour les secondes, oui. Pour les secondes 5 et secondes 6. Oui, je disais, les vidéos, il n'y a pas grand monde qui va les voir. Hein, je regarde le nombre de vues, il doit y avoir 2 ou 3 vues par vidéo, ce qui est ridicule. Hein. Donc ça veut dire que bon, ça bosse pas beaucoup à la maison. Ça vient pas au cours non plus, donc je commence un peu à m'inquiéter. Bon, bref. Euh, Aspect technique, si, les secondes 5 et les secondes 6. J'ai mes enfants autour de moi, donc si vous entendez des cris, des bébés, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est les petits qui sont là et ma femme n'est pas là pour les garder. Donc, il faudra pas vous étonner. Voilà. Florian, commence pas. Donc, je disais, on va partir sur le chapitre 16. Alors, je vais vous projeter ça. On va faire le cours déjà pour commencer, et ensuite, on fera... Attendez, ouais, je repars. Voilà, on va faire le cours, et ensuite, on fera les exos, quelques exos. Bonjour, bonjour. Bon, vous êtes 15, ça commence à arriver. Alors, on y va. Donc, je vous partage mon écran. Tac, tac, tac. Ok. Ça marche. Oui, non, ça plante. Allez, ça a l'air de déconner. Non, bug pas. S'il te plaît, non. Bon, on recommence. Alors, restaurer. Me revoilà, désolé, ça a craché. Je vous redonne les droits pour parler. C'est bon, vous les avez encore. Je vous partage mon écran, en espérant que si ça marche. Ok, ok, on est dans réception, c'est bon. Alors, on est dans son courrier, voilà. Donc, voilà comment ça s'appelle le cours, le chapitre 16. En fait, le chapitre 16, hein, il n'est pas bien compliqué, mais c'est un chapitre d'électronique. Ce qui veut dire que c'est normalement un chapitre qui est spécialisé et qu'on devrait faire en TP. Évidemment, là, on peut pas le faire en TP, hein, parce que je vous rappelle qu'on ne reprendra pas les TP, ça c'est sûr, à 100%. Si on reprend, ça sera dans une salle un peu mélangée, etc. Et donc, il va falloir s'arranger. Alors, on ne peut pas faire de TP. Donc, première loi, déjà, la notion de tension et d'intensité. C'est des choses que vous avez déjà vues au collège, d'accord? Mais ça fera pas de mal de revoir, je pense. Alors déjà, la tension. Donc, la tension, déjà, première chose, vous vous rappelez, ça se mesure en volts, d'accord? La tension, en fait, c'est une différence de potentiel. Un potentiel, physiquement parlant, c'est un peu comme si vous aviez une chute d'eau. D'accord? Imaginons, vous avez une chute d'eau, bah, vous mettez une pompe, vous faites pomper de l'eau en bas d'une rivière, vous la montez en haut d'une chute d'eau, d'accord? Et puis l'eau, elle va tomber, d'accord? Pour retrouver sur un lac, et puis on va pomper l'eau du lac. Et ben la tension, ça serait la hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, si on appelle ça VA et la VB, on appellera la tension UAB, la tension entre A et B. D'accord? En fait, ça correspondrait à l'altitude A moins l'altitude B. Et en physique, cette altitude, on appelle ça un potentiel, mais c'est pas dans votre cours ça. Vous pouvez juste savoir que UAB, c'est une flèche qui va du bas vers le haut, qui va vers la première lettre que vous notez. D'accord? Ça se mesure en volts. Donc, en gros, on peut imaginer que c'est un peu la différence de hauteur. La deuxième chose que vous devez connaître, c'est l'intensité. Donc l'intensité, c'est en ampères. Alors, en ampères, l'intensité, en fait, ça correspondrait au débit d'eau qui passe dans un circuit. D'accord? Donc vous mettez ici un compteur,
Et vous comptez le volume d'eau qui passe à un moment donné dans un circuit. D'accord? Du coup, si on réfléchit à ça, bah, c'est pas bien compliqué. La tension et l'intensité, en fait, comment est-ce qu'on va mesurer ça? Pour mesurer une tension, il faut mettre un appareil qui mesure la différence d'altitude entre le point d'avant et le point d'après. Donc, si vous voulez mesurer la tension aux bornes d'une résistance, par exemple, vous allez devoir ici mettre le voltmètre en dérivation, parce qu'il faut mesurer la différence d'altitude entre le point là et le point là. Donc, on le met en dérivation. Ça, vous en rappelez. Et pour l'intensité, bah, si vous voulez mesurer l'intensité qui traverse une résistance, bah, on est obligé de mettre l'ampèremètre dans le circuit. Parce que c'est lui qui va définir sur le niveau d'eau qui passe. D'accord? Question là-dessus? Sur ce petit rappel? Vous m'entendez tous déjà? C'est bon? Bah t'éteins. C'est bon? On continue? Alors, je disais, donc, ça c'est les petits rappels de collège que normalement vous savez déjà. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va parler de différentes lois. Alors, il y a pas mal de lois, de choses en physique, mais les plus importantes, c'est 3 lois. Ces 3 lois, la première loi, c'est ce qu'on a, enfin, on va dire, ouais, c'est 3 lois, mais les unes que vous connaissez déjà. La première loi, c'est la loi des nœuds. En fait, vous la connaissez déjà, c'est ce qui est expliqué ici. Imaginons, toujours pareil, qu'on part sur de l'eau, vous avez un gros tuyau d'eau qui arrive, et ici, ce tuyau se sépare en 2 petits tuyaux. D'accord? Le courant qui va arriver par ici, qu'on va appeler I1, il va se répartir en 2 courants, I2 et I3. Et du coup, bah, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, etc. pour comprendre que le courant qui arrive en 1, le nombre de litres qui arrive en 1, c'est égal au nombre de litres qui part en 2, plus le nombre de litres qui part en 3. D'accord? Donc là, il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Quoi, la loi des nœuds? Bah, c'est-à-dire qu'à chaque nœud, la nœud, c'est un croisement. Chaque croisement, tout ce qui arrive est égal à tout ce qui ressort. D'accord? Donc là, par exemple, dans mon schéma, bah, I1, c'est égal à I2 plus I3. C'est la loi des nœuds. Là, il n'y a pas pareil, c'est assez simple. D'accord? Ce qu'on appelle la loi des nœuds. Deuxième loi que vous connaissez, peut-être pas, c'est la loi des mailles. Donc dans une maille, en fait, quand vous prenez une maille, bah, vous prenez un carré, n'importe quoi. Il faut que ça fasse une boucle. Et si dans cette boucle, vous avez différents récepteurs, bah, il suffira de noter les tensions. Donc toujours attention, il faut prendre les tensions dans le bon sens. Donc par exemple, si ici on a le point A, le point B, le point C et le point D, la tension là, on va vers B. Donc c'est la tension UBA, que c'est le plus haut moins le plus bas. D'accord? Ça c'est la tension UCB. Ça c'est la tension UDC. Et ça c'est la tension UAD. Si on voit que toutes les flèches elles font une boucle, on peut dire que UAD plus UBA plus UCB plus UDC égale 0. D'accord? Et ça, c'est la loi des mailles. Alors, attendez, je vais juste faire une pause, je coupe le micro. Allez, me revoilà. Bon, il s'en sort pas, mais c'est pas grave. Bon, on en était sur la loi des mailles. Des questions sur la loi des nœuds et la loi des mailles? Questions, pas de questions? Ok, on continue. Alors, tac, tac, alors, hop là. On va effacer tout ça, parce que sinon ça fait ramer après le logiciel. Donc ça, bon, c'est des lois que vous connaissez forcément, mais c'est assez simple à comprendre. Alors, deuxième page, on va parler de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est la troisième loi que vous avez à connaître sur ce chapitre. Vous connaissez déjà la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle est simple. Elle dit que lorsque vous avez un courant qui traverse un dipôle, par exemple une résistance, une lampe, n'importe quoi, donc il y a un courant qui traverse ce dipôle, la tension que vous mesurez ici, U, c'est R fois I. C'est-à-dire que plus votre résistance va être importante, bah plus l'intensité va être grande si vous maintenez la même tension. Alors,
une autre façon de voir, si vous branchez un téléphone ou une chose plus importante à la sortie d'un chargeur en 5 volts, plus vous allez demander du courant, plus il va chauffer, plus il va galérer. Parce qu'il faut qu'il maintienne la même tension et puis qu'il fournisse plus de courant. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Alors, la loi d'Ohm, on l'utilise très souvent. Dès que vous avez une tension et que vous cherchez l'intensité qui traverse un composant, bah, il va falloir, ça va dépendre de sa résistance. Alors, donc on va tout de suite passer sur l'activité page 308 qui justement parle de ça. Donc en fait, c'est un petit montage qu'on va pouvoir faire. Donc on vous demande comment est-ce qu'on peut retrouver la loi d'Ohm à partir. Léa, tu peux baisser un petit peu? Tu parles moins fort, mon cœur? Merci. Ici, on peut jouer on peut retrouver la loi d'Ohm en faisant cette manipulation. Donc normalement, on devrait le faire en TP, hein, mais bon, évidemment, on peut plus le faire. C'est pour ça que je vous ai mis cette application sur le site. D'accord, vous l'avez sur Moodle, vous pouvez la télécharger avec votre ordinateur. C'est ce qu'on appelle CrocoClips. CrocoClips, c'est une application qui date de, elle date de voilà 93. Elle n'existe plus hein, depuis des années, mais bon, l'important c'est que ça marche et que ça suffit largement pour ce qu'on fait nous. Alors comment ça va fonctionner? On va refaire le même schéma. Si on veut vérifier la loi d'Ohm, en fait, il suffit de dire, ok, imaginons que je prenne un générateur de 9 volts, une pile de 9 volts. Alors le petit drapeau rouge, ça correspond à l'altitude. Donc là, on voit qu'il y a de l'altitude après, qu'on appelle le potentiel, et qu'avant, il n'y en a pas, on est à 0. Et donc si je mets une résistance ici, forcément, vous allez avoir ici l'altitude qui est la tension qui va être là. Après la résistance, vu qu'il n'y a qu'un seul récepteur, on repart à 0. D'accord? Donc on est ici, on monte, on redescend, on a un seul récepteur, on repart à 0. Si on avait un deuxième récepteur, on va le mettre là. Je mets un deuxième récepteur, en fait la tension va être libérée entre les deux. Ici, je vais avoir une demi-tension. Enfin, vu que c'est les deux trucs identiques, je vais avoir 4,5 volts ici, puis 4,5 volts ici. Vous vous rappelez de ça? C'est logique, hein, les tensions, en fait, elles s'additionnent quand vous êtes en série. Je ne sais pas si vous en rappelez. Alors maintenant, on va pouvoir mesurer la tension et vérifier la loi d'Ohm. Imaginons ici qu'on veut mesurer la tension. Donc là, on a dit on va trouver 4,5 volts. On a bien 4,5 volts entre le point A et le point là. Pour savoir l'intensité, je suis obligé de mettre mon ampèremètre dans le circuit. Parce que je vous rappelle qu'il va mesurer la quantité de courant qui circule, c'est-à-dire donc le volume d'eau. On va le mettre comme ça. Donc là, on va voir l'intensité qui va circuler. Alors là, si j'applique ça, je ne veux pas avoir la loi d'Ohm. Pourquoi je ne veux pas avoir la loi d'Ohm? Parce qu'en fait, l'intensité que je mesure là, c'est l'intensité dans ce circuit-là. Sauf que là, je prends la tension au bord de cette borne-là. D'accord? Donc, U égale RI. Bon, on peut le faire quand même, vous allez voir, ça marche quand même. On pourrait le faire avec les deux. Alors, comment on va faire ça? On va prendre Sankoré. Il est où Sankoré? Il est là. Et je vais aller chercher la partie là qui m'intéresse. Voilà. Juste, j'aurais dû mettre une nouvelle page. On recommence. Pardon. Bureau. Tac. Tac. Comme une nouvelle page. Voilà. Voilà. Alors, on y va. Ici, on peut mesurer la tension. Donc, on a 4,5 volts au bord de cette broche, de cette résistance. Donc, si on fait le calcul, tac, 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 on y va. Donc, on va calculer U égale RI. Il faut vérifier que ça marche. Donc, ici, si je prends U égale, par exemple, tension au borne. Alors là, je prends bien la tension, attention. C'est la tension au borne de ma résistance. Donc, c'est bien 4,5 volts et pas 9 volts. 9 volts, c'est la tension au borne des deux résistances. Tu relances. Tu quittes et tu relances. Donc, ça fait 4,5 est égal à R fois I. Bon, imaginons qu'on ne connaisse pas la résistance. Et on va vérifier qu'on retrouve bien 10 000. On prend I. I ici, il vaut combien? Il vaut 450 microampères. Donc ça fait 4,5 est égal à R fois 450 fois 10 puissance moins 6. Alors 450 10 puissance moins 6, donc si on fait le calcul, faites le calcul, ça fait 4,5 divisé par 450 fois 10 moins 6, et vous allez trouver 10 000. Et c'est 10 000 ohms, on retrouve bien la résistance ici. Si maintenant on fait le calcul
pour les deux résistances en même temps. Donc pour les deux résistances en même temps, ce coup-ci, on va prendre la tension ici en 9 volts parce que c'est la résistance c'est la tension en borne des deux résistances en même temps. On va avoir 9 volts est égal à R fois I. Donc I, ce coup-ci, c'est toujours 450 10-9. D'accord? 10-6, pardon. Donc I, je vais mettre tout de suite 450 10-6. 450 fois 10-6. Et on trouve 20 000. Et pourquoi on trouve 20 000? Parce que les deux résistances sont en série, elles se suivent. Et donc on a bien 20 000 ohms pour la nouvelle résistance qui vaut en fait la résistance R1 plus la résistance R2. Donc la loi d'Ohm, vous la connaissez déjà, tout simplement, c'est U égale RI. Des questions là-dessus? Dites-moi, parce que là je vais vite, normalement c'est des choses que vous avez déjà vues au collège, donc ça doit être simple, théoriquement. Pas de problème. Vous êtes bien calme. Alors pour info, hein, je vais faire vos bulletins bientôt. Et les notes comptent dans le programme, compteront, hein, les notes du troisième trimestre que je vous ai mis. On fera comment s'appelle, un contrôle très bientôt. Je vais le faire, je pense, dans la semaine. Là. Je vous préviens et vous aurez, je pense, 3-4 jours pour le faire. Je pense que c'est largement suffisant. Parce que de toute façon, si je vous laisse 6 mois, ça ne change rien. Vous les faites quand même au dernier moment. Alors le contrôle, ça sera sur ça, sur l'optique, et puis sur le chapitre d'avant, on va pas même plus c'est lequel. D'accord? Alors, on y va, on repart sur son Corée. Donc on repart sur... c'est pas ça que je voulais faire. On repart sur la page, sur le chapitre 16. Et on en était là. Voilà. Donc on en était là. Alors maintenant, le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, c'est tout simplement... on peut faire varier la tension, l'intensité dans un circuit. D'accord? On peut changer le courant, on peut changer la tension. Le point de fonctionnement, bah, c'est tout simplement quelle est la tension en borne, par exemple, d'un appareil et quelle est l'intensité qu'il traverse. Et ça peut varier dans le circuit. D'accord? En fonction du temps, en fonction de plein de choses. En fonction de si on active un interrupteur ou pas. Bon, on peut regarder après, tiens. Tu me dis, essaie de me retrouver quel exaucé et puis on regarde. Donc, terminé sur le chapitre 16, après on fera un petit exo. Les capteurs électriques. Les capteurs électriques, en fait, tout simplement, quand vous avez un capteur électrique sur votre téléphone, par exemple, un capteur de luminosité. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de comment ça fonctionnait? En fait, vous dites, bah, ça mesure la luminosité. Bah, non, pas directement. Ça mesure pas ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre en fait, c'est comme vous aviez un micro-circuit. Alors, attendez, essayez de bouger le bordel là. D'accord? Vous avez un micro-circuit, en fait, dans votre capteur. Ce qui va se passer, c'est que vous avez une petite pile. Alors la pile, c'est votre batterie hein, qui alimente une résistance. Alors, on va pas noter comme ça, pardon. On va le noter comme ça. Une résistance variable. Cette résistance variable ici, sa résistance va varier en fonction de l'intensité, de la luminosité. Donc plus il y a de lumière qui arrive sur cette résistance, moins ça va résister. Donc plus le courant va passer facilement. D'accord? Et donc bah, comment il va fonctionner? La pile, en fait, elle va mesurer ici. On va brancher un ohmmètre. En fait, votre téléphone, il va mesurer la résistance là. Et vu qu'il connaît la valeur, en fait, il sait que plus la luminosité va être importante, plus la résistance va être faible. Alors, c'est pas forcément linéaire, hein, ça peut être un peu court. Et donc, il dit, bah, par exemple, je sais pas, moi, l'appareil, il mesure une résistance qui vaut 20 ohms. Et ben, on va pouvoir lire ici 20 ohms. Il va dire, OK, ça correspond à telle luminosité. D'accord? Et si la résistance est encore plus faible, il va pouvoir savoir retrouver la luminosité. En fait, tous les capteurs, que ce soit température ou luminosité, il y a plein d'autres sortes de capteurs qui fonctionnent comme ça. C'est très très souvent des résistances qui varient en fonction de la luminosité, de la température, etc. Et si on connaît ce qu'on appelle le point de fonctionnement, alors, il me l'a mis où? Il me l'a mis où la dernière page? Tu m'as pas mis la dernière page. Je voulais la dernière page. Elle est où? Tu m'as carrément effacé la dernière page? Voilà. Une fois que vous avez votre cours, ça c'est dans votre cours. Une fois que vous avez la valeur, en fait, ce graphique-là, la courbe d'étalonnage, en fait, vous allez pouvoir retrouver la valeur qui vous intéresse. Par exemple, là, c'est un capteur de température. C'est la courbe d'un capteur de température. On voit que plus il fait chaud, plus la résistance va descendre. Et bah donc,
Un thermomètre électronique que vous avez chez vous, en fait, c'est tout simplement une résistance. Vous allez la tremper dans l'eau chaude, par exemple. Ben, la résistance va diminuer. Comme la résistance diminue et que l'appareil, dans sa mémoire, il sait que telle résistance, ça correspond à telle température, ben, vous allez pouvoir ici faire mesurer la température de l'appareil. Donc là, en l'occurrence, ce serait 50 degrés, par exemple. Donc là, c'est ce qu'on appelle des capteurs de température. Et donc tous les capteurs, en fait, très souvent dans vos téléphones, ça fonctionne comme ça. Donc dans votre téléphone, vous avez plein de capteurs, hein. Vous avez le capteur de température pour certains téléphones. Vous avez un capteur optique qui permet de capter la lumière. Donc là, bah, on joue sur la luminosité qui arrive sur un capteur et qui va faire sur des micro-résistances. On a un capteur de pression qui fonctionne un peu pareil. Vous avez les capteurs d'accélération. Vous tournez votre téléphone, il sait que vous tournez votre téléphone parce qu'il y a un capteur d'accélération. Il a vu qu'il y avait une accélération, etc. Donc votre téléphone, il est bourré de capteurs. D'accord? Donc dans les circuits électroniques, il y a plein de capteurs qui existent dans les circuits électroniques. Alors, je fais juste l'activité page 310. Après, on va passer sur l'exo que tu as retrouvé, si tu as retrouvé l'exo qu'on n'a pas corrigé sur l'optique. Alors, le 310, en fait, tout simplement, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ici, quel est le mode de fonctionnement que vous avez une frontale, c'est une norme comme ça, d'accord? Vous mettez sur le front, il y a toujours deux niveaux d'intensité. Des fois, il y en a plus, hein, il y en a 3 à 4, mais très souvent, il y en a deux. Une forte et une faible. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà, on va essayer de recréer ce schéma-là avec Rococlip. Donc c'est pas bien compliqué, hein, on a un générateur. Donc je vous remonte le schéma, hein, juste pour vous. Donc on a ici une résistance, deux résistances en parallèle et une diode. Alors on va mettre ici une résistance. On va mettre 1 kg, c'est bien 1 kg. Voilà, une résistance d'1 kg. On va mettre une autre identique juste à côté. Aïe, celle-là, celle-là. Voilà. Celle-là, par contre, je vais mettre aussi 1 kg, sinon on va pas avoir grand-chose. Et je vais mettre une diode. Et je vais mettre une diode verte, par exemple. Voilà, une diode verte. Donc, cette diode, ici, on va la brancher sur la résistance. On va essayer de pas la fumer, parce que les diodes, elles fument facilement. Ça suffit, voilà. Donc là, on voit que la diode, elle est allumée faiblement. Et maintenant, je mets un interrupteur. Ici, on va regarder ce qui se passe. Tac. Ici, on voit que lorsque j'appuie sur l'interrupteur, la diode s'allume plus fortement. On va essayer de comprendre maintenant pourquoi. D'après la loi d'Ohm, on voit que ici, la tension ici, elle est la même. Alors, quand je ferme le circuit, hein, là j'ai 0 volt parce que le courant passe pas. Si maintenant je fais passer le courant, il y a bien une tension, elle a la même tension au bord de la résistance là, D'accord? On va mesurer l'intensité du courant qui circule là-dedans. Pour mesurer l'intensité du courant, c'est un peu plus compliqué. Il faut ouvrir le circuit, je vous rappelle, parce que faut mettre un ampèremètre. On va mettre mon ampèremètre ici. D'accord? Donc là, on a 13,8 ampères. Ici, on a 16,80. Alors, on vous dit dans le sujet qu'en fait, l'intensité qui traverse. Alors, je vais juste rajouter un ampèremètre ici dans chaque branche pour que vous puissiez comprendre. Alors, je vais le mettre. Le problème, c'est que si je le mets comme ça, si ça va être bon. Donc là, le petit point sur l'ampèremètre, il veut juste dire le côté plus. D'accord? Donc, si je le mets dans l'autre sens, ça fera juste un moins qui apparaîtra. Voilà. On vous dit que l'intensité ici, lorsqu'on ferme ou qu'on ouvre, elle change pas beaucoup. Effectivement, on voit que ça change pas beaucoup. Là, j'ai 6,91 et lorsque je ferme, je suis à 6,89. Donc ça change pas beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, on a 6,91 parce que le courant n'a pas le choix, il doit passer dans une seule branche. D'accord? Quand le circuit est ouvert ici. Oui, on l'aura sur YouTube, ouais. Je sais que je vais un peu vite, hein, je suis désolé. Et il sera sur YouTube. Donc ici, attendez, je vais remettre le voltmètre, je vais le mettre là, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et il veut pas, il veut bien. Donc ici, on a bien 7 volts entre là et là. Pourquoi on a 7 volts? Parce qu'en fait, la diode, elle en bouffe un petit peu. C'est pour ça qu'on n'a pas de 9 volts. En fait, on a ici, si je remets un voltmètre, bah, vous doutez bien qu'on va avoir le complémentaire de 9 volts. On va avoir, je sais pas combien, 2,09. Voilà. On a bien 2,09 volts au bord de la diode. Lorsque vous allez ici
le courant, il n'a pas le choix. D'accord? Le courant, il suit le chemin, et vu que là, c'est ouvert, il va forcément aller dans la branche là. Je vous rappelle qu'il ne va pas dans la branche des voltmètres, hein. Le voltmètre, il est juste en train de mesurer, donc il n'y a aucun courant qui passe dans le voltmètre. Donc ici, le courant, il passe ici. Maintenant, quand vous fermez, ici, le courant, il doit toujours être le même. Sauf que là, on a un autre chemin, et ce chemin va consommer le même courant. Donc ce qui va se passer, c'est que votre pile, là, va devoir fournir le double d'intensité pour y arriver, pour maintenir le courant ici. Et donc cette pile, elle va fournir le double de courant pour fournir autant de courant aux deux branches. D'accord? Et donc vous allez ici avoir l'intensité qui va augmenter dans le circuit principal, ce qui fait que ça va augmenter l'intensité de la diode. Le truc, maintenant, c'est de bien comprendre que c'est exactement la même chose quand vous le faites chez vous. En fait, chez vous, vous branchez des... Alors, je vais vous repasser en mode tableau blanc. Quand vous êtes chez vous et que vous branchez, vous avez une multiprise. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez une multiprise, vous allez avoir ici la multiprise. D'accord? Je vais faire une multiprise. Tac, tac. Dans les trois prises, vous avez du 230 volts. Dans les trois prises. Vous avez à chaque fois la même tension pour 230 volts. Si vous branchez ici un four, d'accord, vous allez consommer peut-être, je sais pas moi, 2 ampères. Si maintenant vous branchez ici un ordinateur qui va peut-être consommer 600 watts. 600 watts, donc ça va rajouter peut-être 2 ampères, j'en sais rien. Et ben le courant qu'il va falloir arriver dans le circuit, dans la prise ici, il vaudra bien la prise, il vaudra bien 2 ampères plus 2 ampères, 4 ampères. Et donc votre multiprise, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec une multiprise, parce que vous allez augmenter l'intensité, mais la tension sera la même. Ben là, c'est exactement pareil dans mon circuit. Dans mon circuit, la diode ici, si j'ai une seule résistance, le fait de rajouter une deuxième résistance, ça va forcer la pile à fournir plus d'intensité ici. Donc vu que la diode, elle est avant ce qui consomme, forcément, on va se retrouver avec beaucoup plus d'intensité qui traverse la pile. Vu qu'on vous dit dans l'exercice que la puissance de la lampe que vous produisez de la diode, c'est la tension, donc c'est toujours la même, c'est toujours 2,5 volts, fois I, vous vous retrouvez avec une intensité qui est plus grande. Si ça augmente, la puissance augmente. Et du coup, vous allez avoir une lampe qui s'allume plus fort. C'est bon ou pas? Alors, ce qu'on fait, c'est que on va pas aller plus loin. Je vous laisse digérer ça un petit peu. Essayez de vous poser des questions sur ce qui se passe, etc. Essayez de bien comprendre ce que c'est une intensité et une tension. D'accord? Essayez de bien comprendre comment ça fonctionne, etc. Et la semaine prochaine, donc on fera ça mardi à la même heure. Peut-être mardi matin, non? Mardi matin, mardi matin 10h, ça serait mieux. Et comme ça, j'aurai que ma fille qui va à l'école, le grand, normalement. Donc, mardi matin 10h, ça irait ou pas? Pour tout le monde. Ah, 11h? Non, non, 11h, je peux pas. Merc- Euh, 9h? 9h, ça irait? Pourquoi non? Vous avez quelque chose à 9h? Ouais, écoute, tant pis, tu te lèveras, hein, moi aussi, hein. Voyons. Ah, tant pis, vous arriverez en retard et que je vous dise. De toute façon, il y aura la vidéo en ligne. Voilà, donc on dit mardi 9h. Attendez, j'envoie un mail tout de suite. Je l'envoie sur tout le monde, parce qu'à chaque fois j'oublie, je me plante. Donc pour quitte de ne pas me planter, j'envoie un mail à tout le monde. J'envoie tout de suite. Attends, qui me parle? Oui, justement, c'est pour ça, oui, mardi. Justement, je garde un peu de temps pour l'optique, justement. C'est pour ça que j'ai arrêté sur l'électronique. Prochain cours. Bonjour. Le prochain cours aura lieu mardi à 9h. S'il y a un souci, je vous redirai, hein, je vous renverrai un mail. Normalement, ça doit être bon, parce que je crois que mon fils, il sera à l'école. Si tout se passe bien. Par contre, il y aura ma fille.
Alors, ok, alors l'exode optique, c'est bon? Tu l'as retrouvé, Margot? J'ai retrouvé. Dis-moi. En, en fait, c'est sur Moodle, dans chapitre 15, il y a marqué en majuscule exercice à faire. Ouais. Bah, c'est celui-ci. Oui, d'accord, oui, on n'est pas corrigé celui-là? Bah, je sais pas, moi, j'ai pas la correction. Bah, je l'avais corrigé, il me semble, mais on va le recorriger, c'est pas grave. Ah, Alors, ok. l'exercice, attendez, je retrouve. Exercice lentille, celui-là? Ouais, Ok, donc on y va. Alors, de toute façon, voilà, c'est le type d'exo que vous aurez à faire. Pas aussi compliqué, hein. Je rassure sur Moodle. Alors, en zoom arrière. Donc déjà, première chose, on va pouvoir tracer des rayons. Premier rayon qu'on trace, en fait, on vous demande de quelle est l'image de ce truc-là. C'est un objet, d'accord, à travers la lentille L1 en bleu. Ici, on va tracer donc. Attends, je vais le mettre en rouge, vous voyez bien. Le premier rayon qu'on peut tracer, qu'on est sûr de tracer, c'est celui qui est parallèle à l'axe optique. C'est celui-là. Et celui-là, on sait qu'il passe par F'. Donc je le fais comme ça. D'accord? Et là, du coup, normalement, on devrait mettre le sens de trajet. Donc la lumière, elle va aller dans la lentille, elle va passer par F'. Ça, c'est la première rayon qu'on sait tracer. Le deuxième rayon qu'on sait tracer, c'est celui qui part du même point et qui passe par O. Là, celui-là, il va croiser le rouge ici. D'accord? Le troisième rayon qu'on peut tracer en vert, c'est celui qui passe par F, qui tape dans la lentille. Et celui-là, il sort parallèle. Et là, on se rend compte que les trois rayons, ils se croisent en un seul point. Or, deux suffisent hein, pour tracer l'image. Deux suffisent, il n'y a pas besoin de tracer les trois. Et donc ici, en fait, on voit que l'image du point B, donc de ce point-là, à travers la lentille, c'est un point B'. Et je peux faire pareil avec tous les points ici. Et là, je me rends compte que j'obtiendrai une image qui est comme ça. A' sera là et B' sera là. D'accord? Donc ça, c'est la première image, et donc l'image de A'B' à travers la lentille L1. Maintenant, on vous demande de calculer le grandissement de la lentille L1. Le grandissement, c'est pas bien compliqué. Ici, on regarde AB. AB, il y a deux cases. Et ici, A'B', il y a quatre cases. Donc le grandissement vaut la taille finale sur la taille du truc de départ. Et donc, ça fait un grandissement de 2. Sauf que l'image, elle est à l'envers, donc normalement, on note moins 2. D'accord? En fait, c'est moins 4. On va vers le bas. Ouais, donc là, en fait, on a une image deux fois plus grande que l'objet du départ. Donc ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, maintenant, on vous disait, OK, on recommence. Donc maintenant, je retrace mon rayon. J'ai presque fini mon cœur, j'arrive. Donc ici, on fait le rayon. Tac. Je trace ici mon rayon qui vient ici. Je fais pareil pour le deuxième rayon. Je ne veux pas faire les trois pour pas compliquer le truc. Hein. Là, je me rends compte que je retrouve normalement l'image au même endroit, ici. On voit que j'ai mon objet final qui est là. D'accord? A', B'. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer le tracé là pour pas que ce soit trop compliqué sur le graphique. Donc là, mon image, l'image de ce truc-là, ça devient A', B'. Enfin, cette image-là, c'est mon nouvel objet pour la deuxième lentille. C'est comme ça que ça marche dans un télescope ou dans un microscope. En fait, vous allez vous servir de l'image formée par un objet réel. Donc, on va obtenir une image et cette image va servir d'objet pour la deuxième lentille. Et là, si on trace les rayons, on va se rendre compte de quelque chose de particulier. Et j'ai fait exprès. Pareil. Ici, si je prends ce rayon-là et que je le trace ici qui passe par F2, j'obtiens ce tracé-là. Maintenant, si je prends pareil le point qui passe par O, j'obtiens ce rayon-là. Et on voit que ces deux rayons ne vont jamais se croiser. Ils vont jamais se croiser, ça veut donc dire que l'image de cet objet-là, en fait, c'est comme si elle était à l'infini. C'est-à-dire qu'elle est très très loin. Donc, très très loin, ça peut être 2, 3, 4, 5 mètres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans un télescope? Tout simplement parce que votre œil, rappelez-vous, on a dit votre œil, il est réglé par défaut pour voir les objets très loin, à l'infini, lorsqu'ils arrivent. L'objet, quand il est au repos, il va voir ces objets-là et les images vont se former nettes sur la rétine sans qu'il ait besoin de travailler cet œil. Nous, on veut faire pareil. On veut que quand on regarde un télescope, on ne veut pas que l'œil se fatigue. On veut que l'œil soit naturellement bien réglé. Et donc, en faisant ce phénomène-là, ça va nous permettre, lorsqu'on mettra notre œil ici, à la sortie du télescope, d'avoir l'image
de mon objet lointain que je voulais regarder, ou mon microscope, en l'occurrence ça peut être un microscope, hein. Là c'est un microscope, on regarde un objet réel, qui est très proche. Donc en regardant dans un microscope l'objet tout petit, faire une image plus grande à l'envers, et cette image plus grande à l'envers, on va la projeter à l'infini grâce à la deuxième lentille. La deuxième lentille sur un microscope, vous savez, c'est un microscope, vous avez la première lentille qui est en bas, vous avez la platine là, et vous avez un autre truc que vous mettez au-dessus. Là, vous mettez votre œil avec un trou ici. D'accord? Ça, c'est la deuxième lentille, c'est L2. Et ça, c'est la lentille L1. Donc, cette première lentille L1 va vous permettre de créer une image de votre truc en plus gros. Alors, on va s'arranger pour que l'image soit bien plus grosse. Hein. Là, elle était 2 fois. Mais sur un microscope, ça peut être 50, 100 fois. Donc, vous allez avoir une image qui a 100 fois, sauf que cette image, elle est réelle. Et nous, on voudrait pouvoir la projeter à l'infini de manière à ce que votre œil, lorsque vous allez le mettre à la sortie ici, il n'ait pas besoin de travailler. Donc, en réglant ici, c'est pour ça que vous avez une molette sur le côté du microscope qui va permettre de jouer ici sur la distance entre les deux objets. Et donc, en jouant sur la distance entre les deux lentilles, vous allez voir, bah, vous l'avez peut-être déjà vu hein, quand vous réglez avec un microscope. Ici, vous allez avoir la lentille 2 qui va bouger, donc cette lentille-là va bouger. Vous allez pouvoir en fait régler de manière à ce que l'image soit formée à l'infini, que votre œil puisse, lorsque vous allez le mettre devant le trou, voir l'image de manière tout à fait claire. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut calculer le grandissement final de l'image? Ben non, on peut pas, parce qu'en fait, l'image, elle est à l'infini. Donc on est embêté, parce qu'on n'a pas l'image réelle. D'accord? Donc c'est ça la question 4. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une unité astronomique, on ne parle pas de grandissement, mais on parle de grossissement? Simplement parce que quand vous regardez une unité astronomique, est-ce que je peux tout effacer là? Ouais. Quand vous regardez dans une unité astronomique, vous regardez un objet très lointain. D'accord? Donc, si vous regardez un objet très lointain à travers une lentille, cet objet très lointain, j'aurais pas dû le mettre là, je vais mettre une lentille plus loin, d'accord? Donc là, l'objet il est très loin. En fait, on ne peut pas mesurer la taille de l'image, la taille de l'objet réel. La taille de l'objet du départ, on la connaît pas. Parce que c'est une étoile, elle est très très loin. Par contre, ce qu'on connaît, c'est l'angle avec lequel il arrive sur ma lentille. Vu qu'ensuite, vous allez pouvoir savoir la taille de votre... Une fois que vous allez la passer dans votre télescope, vous allez voir un objet plus gros. Calculer l'angle de sortie, ici. Et donc, on peut comparer l'angle de l'objet en sortie avec l'angle de l'objet en entrée. Ce qu'on appelle le grossissement. Alors ça, c'est hors programme. D'accord? Vous devez juste connaître le grandissement. C'était tout ce que je vous demandais, je crois, dans l'exo là. Il me semble. Et je regarde, je vérifie. Je crois que c'est tout. Voilà. Alors, dernière question, si on place l'objet en sortie de la lentille L2, je l'ai dit, où l'image va-t-elle se former dans l'œil s'il est au repos? S'il est au repos, l'image va se former sur la rétine. De manière claire. D'accord? L'image, elle se forme sur la rétine. Parce que votre œil, je vous rappelle, encore une fois, pour la 10e fois, l'œil au repos, il voit les objets très loin, il les voit se former sur la rétine. C'est-à-dire que la distance focale de l'œil ici, le point focal de l'œil, en temps normal, il est au repos sur la rétine. Par contre, quand vous regardez un objet très proche, vous regardez un objet proche de votre œil, l'image, elle va se former ici, derrière le point focal. Alors, attendez, je vais le faire correctement. Attendez, je vais refaire un schéma correctement, parce que là, c'est pas beau. Effacer tout. On va refaire l'explication pour l'œil, là. Donc, imaginons qu'on a un œil. Voilà, tac, vous avez votre œil, et vous voulez regarder un objet qui est très proche. Alors, on va mettre une ligne. Ici. Donc là, vous avez votre cristallin qui fait office de lentille, d'accord? Et là, la rétine, elle est au fond. Pour voir un objet net, il faut que l'image se forme sur la rétine. Alors, imaginons que maintenant, vous voulez voir un objet qui est très proche. Ici. Et ici, on va tracer l'axe optique, qui est comme ça. On va dire que le foyer de ma lentille est ici, par exemple. Alors, j'aurais dû le tracer, c'est pas très malin de ma part, mais bon. On va dire que le foyer, il est là. D'accord? De la lentille. Ça, c'est F'. On va faire le tracé habituel. On va passer là. On va tracer ici. Alors, je vais faire un peu proche. Ici, on va le passer là. Et on se rend compte que mon image, elle est là. Et si je le laisse comme ça, mon œil, on voit que ça va pas. Mon image, elle est trop loin.
Donc, ce qu'il va faire l'œil, c'est qu'il va accommoder, c'est-à-dire qu'il va travailler de manière à ce que le... Alors déjà, faut que ça marche, il faudrait que je sois au centre. C'est pour ça que ça marche pas bien. On recommence. Ici, il faut que je sois au centre de la lentille. On va prendre notre objet, c'est ce truc-là. Voilà. Allez, je recommence. Donc ici, si je prends le foyer, alors imaginons que je laisse le foyer ici, d'accord, pour commencer. Donc là, l'œil, il est au repos. Vous n'êtes pas en train d'accommoder. C'est ce qui se passe lorsque vous mettez votre doigt très vite devant votre œil. Vous voyez que votre doigt, il est flou pendant un certain moment. Pourquoi? Parce que l'image qui va se former, elle va se former derrière l'œil, très loin derrière. Et donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir voir net. Ils ne sont pas sur la rétine. Pour voir net, qu'est-ce qu'il fait l'œil? En fait, il va déplacer ce point focal là. Ce point focal, il va le déplacer vers ici. Concrètement, ça veut dire qu'il va être plus courbe. Il va rendre l'œil plus, enfin, le cristallin plus courbe. De manière à ce que les rayons se croisent plus tôt. En fait, ce qui va se passer, alors, c'est pas malin de ma part parce que je ne vais pas pouvoir voir le truc net à la fin. Il faut qu'il s'arrange que le rayon se forme sur la rétine. Donc il faut, voilà, bon, c'est pas trop mal, je m'en sors pas trop mal. Donc ici, l'image de cet objet-là, je vais la mettre en vert, l'image de ce truc-là, on voit que si la lentille a accommodé, c'est-à-dire si elle a déplacé f' qu'il est plus là, mais qu'il est là maintenant, eh ben on voit que l'image elle va se former à l'envers, mais sur le cristallin. Et donc là, on est cool, on est bien. D'accord? Donc là, l'œil, il est en train d'accommoder. Dans le cas d'un télescope ou d'un microscope, on va toujours s'arranger pour que l'œil n'ait pas besoin de faire ça. On va s'arranger pour que l'image, elle soit comme si l'objet était très loin, de manière à ce que l'image se forme sur la rétine directement, sans accommoder. Question là-dessus? Question, pas de question? Ok. Bon, j'ai été un peu vite, je suis désolé. De toute façon, on a le temps de revenir après, hein, mais là, il va falloir qu'on avance et qu'on fasse le contrôle, parce que je crois que vos notes, ça doit s'arrêter au début juin. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de vous faire un troisième contrôle, en fait. Il va falloir que je regarde ça. Je sais que vous seriez déçus si vous n'aviez pas un troisième contrôle, donc on va voir. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Donc la semaine prochaine, je vous laisse regarder les 3 questions. Donc je vous montre, hein, les 3 exos sur le chapitre 16. Donc dans Moodle, dans le chapitre 16, vous avez ici 4 exos à faire. Ils ne sont pas bien violents, hein. On les corrigera la semaine prochaine. N'hésitez pas à utiliser Crococlip pour y arriver. Vous voulez faire des petites essayer, hein, ça craint rien. Ouais. Donc vous regardez la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, donc on se dit, je vous ai dit, c'est quoi, mardi à 9h, on corrige les 3 exos là. Allez, je vais vous laisser aller bronzer, il fait beau. On se revoit mardi prochain à 9h. Bonne journée, à bientôt.